Je sais pas. Bon, en tout cas, pour vous dire que on est très content de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui va être enregistré, comme vous venez de le voir, je viens de le lancer, et qui sera donc disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà. Je vais me taire pour me consacrer uniquement à gérer la modération de l'événement. Je laisse mes collègues Alexandra et Sophie lancer le webinaire et puis je vais voir pour les inscrits qui peuvent manquer de mon côté. Merci Thomas. Écoutez, je prends le relais. Bonjour à tous. Sophie, moi je travaille à la Fédération Citoyens et Justice en tant que responsable du pôle justice des enfants et des adolescents. Nous sommes ravis de la construction de ce webinaire à 3, GEPSO, UNIOPS et Citoyens Justice, sur un sujet central pour la Fédération, qui est l'accueil des jeunes en conflit avec la loi dans les maisons d'enfants à caractère social. Et des années que la Fédération défend cette mixité d'accueil des jeunes au civil et au pénal, un accueil encore trop méconnu, même s'il n'a rien de nouveau en fait. Un accueil qui peut faire peur, tant au grand public qu'aux travailleurs sociaux, aux éducateurs eux-mêmes, avec cette idée répandue d'une enfance délinquante de plus en plus jeune, de plus en plus violente, qu'il faudrait impérativement séparer des autres enfants afin d'éviter à la fois les risques de contagion, mais aussi les risques d'importation. Alors, ce n'est bien sûr pas l'idée de la fédération que de mettre en difficulté les établissements habilités civils, encore moins les enfants qui y sont confiés ou les professionnels qui y travaillent. Notre but, c'est de permettre aux enfants de la protection de l'enfance, y compris ceux pris en charge au pénal, de bénéficier d'un accueil qui leur correspond, qui soit adapté à leurs problématiques. De toute manière, nous pas de délinquance. On le sait tous, autour d'écran, la délinquance n'est que le symptôme d'une vulnérabilité parfois plurielle et qu'il convient de comprendre et de circonscrire pour mieux sécuriser. Coupez votre micro. Oui, ce serait parfait, merci. Je vous rappelle les chiffres cités par le dernier rapport du Défenseur des droits sur le fait d'avoir une justice adaptée aux enfants. Il reprend les chiffres de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille. 55% des mineurs délinquants sont suivis en protection de l'enfance, car eux-mêmes sont victimes d'une maltraitance ou d'une carence éducative familiale. Du côté de Citoyens Justice, on rajoute les chiffres de l'Observatoire national de la protection de l'enfance, ONPE, qui indiquait en 2019 qu'un tiers des mineurs suivis en protection de l'enfance font l'objet de poursuites pénales à un moment de leur parcours. Ces statistiques n'intègrent pas les enfants qui auraient dû faire l'objet de mesures civiles, auquel cas est plus élevé. C'est dire qu'un nombre, pour le coup, inconnu d'enfants suivis au pénal devrait être suivis au civil au vu de leur problématique familiale. Alors, c'est dire qu'on parle souvent des mêmes jeunes, que l'on parle d'aide sociale à l'enfance ou de protection judiciaire de la jeunesse, de civil ou de pénal. Ah, ça, je sais pas, je connais pas. On vous entend un petit peu. Merci de couper vos micros. Donc la frontière, elle est forcément poreuse et tant mieux quelque part. Comme le dit le défenseur des droits toujours dans ce rapport, je le cite toujours parce que c'est vraiment des mots qui sont importants, loin des représentations sociales dépeignant deux jeunesses opposées, l'une victime de mauvais traitements à protéger et l'autre autrice de faits délictuels à punir, il s'agit dans la plupart des cas de passage à l'acte au cours de l'adolescence, d'enfants qui ont eu des parcours heurtés par des ruptures familiales, scolaires, des besoins en santé mentale repérés ou non, ou des situations de handicap, voire des maltraitances ayant nécessité des prises en charge en assistance éducative. Le rapport va plus loin et préconise que davantage d'établissements, tels que les maisons d'enfants à caractère social, puissent accueillir des jeunes indistinctement sur le fondement civil et ou pénal, en détenant une habilitation justice au titre de l'assistance éducative et de la protection judiciaire de la jeunesse, du fait de la similarité du parcours des enfants suivis, de leur vulnérabilité avec une visée de non-stigmatisation des jeunes et d'ouverture des institutions. Alors autant vous dire qu'on se reconnaît parfaitement dans cette recommandation que nous portons depuis longtemps au niveau de la fédération et je dirais presque à la virgule près et que vous pouvez retrouver dans différents documents que nous avons publiés, notamment l'an passé. Nous défendons un accueil qui puisse être durable et non stigmatisant pour les jeunes en conflit avec la loi, qui leur permette de rester dans un même lieu une fois la mesure pénale terminée, en fonction bien évidemment de leur problématique familiale, car il s'agit bien là de protection de l'enfance. On peut même tout à fait envisager l'accueil des jeunes sortant de détention ou d'établissements fermés comme le sont les CEF ou les foyers 100% au pénal.
Ces jeunes vont bien ressortir à un moment donné de ces établissements et nombre d'entre eux nécessiteront un accompagnement au civil ou en administratif à leur suite. Alors attention, il n'est pas question de dire non plus que maison d'enfants équivaut à un centre éducatif fermé ou à un centre de placement immédiat, avec accueil inconditionnel suite à déferlement. Et j'ajouterais même surtout pas, car un accueil d'enfants confié dans une maison d'enfants, eh ben, ça se prépare en amont avec l'institution pour savoir qui fait quoi et comment on s'articule. Ça se travaille au sein de la maison d'enfants, avec les professionnels. Ça se prépare aussi avec l'enfant, bien sûr, et sa famille, susceptible de rejoindre l'établissement sous un fondement pénal. Et ça se travaille avec les professionnels de la PJ, car une vraie interconnaissance est indispensable. Sinon, effectivement, ça peut vous mettre en difficulté, et même gravement. C'est ce que vous me présentez, Mathieu Mollereau, directeur adjoint de la plateforme enfance de la Fondation AGD Maurice Gounon dans le 69, et puis vice-président de la commission justice des enfants et des adolescents de la Fédération Citoyen et Justice, et Chérif Harid, directeur de la MEX-La-Verdière de la BCA, adhérent du NIOPS à Marseille, si je ne dis pas de bêtises. Avant de donner la parole ainsi qu'à Alexandra Andrés de l'UNIOPS, quelques brefs repères historiques. L'accueil des enfants au pénal dans les maisons d'enfants n'a rien de nouveau. Ça existe depuis le 19e siècle, en fait. C'est la loi de 1889 qui, pour la première fois, indique l'importance que le pouvoir administratif, à l'époque l'ancêtre de l'ASE, et le pouvoir judiciaire pénal, donc ancêtre de la PJJ, soient associés pour protéger les enfants, quelle que soit leur vulnérabilité. Il y a un texte magnifique là-dessus. Et plus proche de nous, il y a le décret du 6 octobre 88, ça fait quand même près de 40 ans, donc c'est pas si jeune non plus. Eh bien, ce décret qui crée l'habilitation en justice et qui permet la double habilitation, civile et ou pénale, des établissements et services accueillant des mineurs et des jeunes majeurs de la protection de l'enfance. Voilà, je laisse la parole à Alexandra. Bon webinaire à tous. Merci, bonjour tout le monde. Alexandra Andrés, je suis conseillère technique enfance, famille, jeunesse à l'UNIOPS. Je prends rapidement le relais après Sophie qui nous a fait un très bref historique pour revenir sur le contexte actuel où on a quand même un enjeu particulier aujourd'hui parce que les maisons d'enfants qui accueillent des jeunes au civil et au pénal sont de moins en moins nombreuses et quand elles sont habilitées pour le faire, ne le font peu ou pas. Quand on regarde le panorama global, on a des chiffres dans les budgets de l'État sur le sujet. Alors, on ne va pas vous assommer de chiffres ce matin, mais quand même quelques tout petits éléments d'introduction. Dans le budget de l'État pour 2022, on avait plus de 107 000 journées d'accueil de jeunes au pénal dans les établissements autorisés conjointement qui étaient prévus. Et dans le budget pour 2026, qui sort enfin des tuyaux parlementaires, on en dénombre plus que 81 400, donc c'est une baisse de 25%. Et c'est plus ou moins aligné sur ce qu'on observe concernant le nombre de journées, alors cette fois-ci non pas prévues, mais bel et bien réalisées. On a une évolution ces dernières années, un peu en dents de scie, mais globalement clairement à la baisse, où on est passé de un peu plus de 82 000 journées en 2019, donc réalisées, à 63 000 et quelques en 2025. Donc là aussi, c'est une baisse d'environ 25% en quelques années seulement. Alors, il y a plusieurs hypothèses pour expliquer cette diminution. Sophie en a mentionné certaines. Il y a peut-être d'un côté l'augmentation du nombre d'accueils au titre de l'aide sociale à l'enfance, qui fait quand même fortement pression sur les établissements. En parallèle, des places pour l'accueil de jeunes au pénal qui sont quand même rarement fléchées et donc d'une certaine manière sanctuarisées. Comme le disait Sophie, il y a parfois des questions de réticence des équipes. On a aussi un contexte actuel de repli des institutions et de positionnement politique parfois très strict, avec les fameux renvois de responsabilité d'une institution à l'autre concernant des jeunes qui relèveraient davantage d'un tel que d'un tel. On a des enjeux de visibilité des possibilités d'accueil, des enjeux de préparation de ces accueils. Voilà, je ne vais pas tout lister. L'UNIOPS s'inscrit pleinement dans ce que Sophie a pu dire précédemment au nom de Citoyens et Justice. On anime ensemble un groupe de travail sur ce sujet des établissements conjoints pour évoquer alors, certains des freins précédemment cités, mais aussi des leviers. Et puis, on l'espère, parvenir à redynamiser ces accueils et puis recréer de la synergie entre aide sociale à l'enfance et protection judiciaire de la jeunesse. Alors, on vous l'avait promis dans le topo qui vous a été envoyé, on ne va pas parler de ces accueils en théorie. Donc, sauf si vous souhaitez rajouter quelques éléments en introduction, Sophie et Thomas, on vous propose de passer directement au témoignage avec nos deux intervenants qui viennent donc partager expériences concrètes. Et on débute avec Mathieu, c'est ça?
Oui, ok. Peut-être juste Euh, toute petite précision, si vous avez oui, des questions ou remarques, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat, on va les relever et on les communiquera à nos intervenants. Exactement, sachant qu'aussi que du coup, il y a un grand temps normalement de questions-réponses à la deuxième partie du webinaire. Et bah, vous pouvez écrire autant dans le chat que pouvoir possiblement prendre la parole. Donc, vous pouvez lever la main et on pourra faire des petits échanges comme ça. C'est toujours mieux de vive voix. Pour le moment, j'ai coupé le micro à tout le monde. Donc, si jamais vous n'y arrivez pas, on verra ça après. Mais voilà. ok. Euh, alors oui, effectivement, moi je suis donc Mathieu Mollereau, directeur adjoint de la plateforme Enfance et Famille de la Fondation AJD à Caluire et Cuire. C'est dans l'agglomération de Lyon, voilà, dans le Rhône. Alors c'est la première fois que je fais une intervention en webinaire comme cela, donc c'est particulier, voilà. Bon, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Je ne sais pas, Sophie, si je tiendrai 20 minutes, même si j'aime bien parler. Simplement, l'idée, c'est effectivement de pouvoir revenir sur la vision que nous avons au sein de la Fondation AJD, de l'accueil finalement des jeunes, voilà, sous protection, que ce soit dans un cadre pénal et civil, et puis peut-être rappeler en fait pour nous, ce qui fait aujourd'hui le choix que nous faisons, que nous avons fait depuis très très longtemps, d'accueillir indistinctement des jeunes au pénal et au civil, et pourquoi ça nourrit aujourd'hui un enjeu fondamental, voilà, qui est avant tout l'accueil des mineurs, tout simplement. Alors, la Fondation AJD, pour faire court, c'est une ancienne fondation, enfin, association, voilà, qui date de 1943, et il y a toujours eu, depuis 80 années, l'idée que finalement, il s'agissait d'accueillir des jeunes, quel que soit leur parcours, en fait. Voilà, ça c'est un petit peu la base culturelle de la fondation. Et il s'agit pour nous, depuis de nombreuses années, de transmettre cette idée-là. Hein, c'est un peu cette idée un peu, j'allais dire galvaudée de l'accueil inconditionnel, même s'il y a toujours des conditions à un accueil, on est d'accord, mais on est plutôt dans une forme de disponibilité de pouvoir accueillir un soir n'importe quel jeune. Voilà. Ça, c'est un principe de base, voilà, dans tous nos établissements. L'idée est de pouvoir accueillir un jeune, voilà, quel qu'il soit, à n'importe quel moment. Voilà. Alors, la plateforme Enfance et Famille, on va dire, qui structurellement existe depuis 2021, mais depuis les années 90, euh, les anciens dirigeants finalement de la fondation, de l'association à l'époque, et surtout les responsables de protection de l'enfance, avaient déjà dans l'idée que finalement, placer un jeune, c'est pas simplement placer un jeune dans une structure, mais l'idée c'était surtout avant tout de faire en sorte qu'un jeune soit déjà placé dans un dispositif, c'est-à-dire un ensemble d'établissements, la porte d'entrée étant un établissement, mais que au fil de l'évolution de sa situation, il puisse passer d'un établissement à un autre. Voilà, on a des établissements qui sont dans au milieu rural en fait, qui permettent un accueil en milieu rural. On a aussi des établissements qui sont en milieu urbain. Donc c'est une ancienne idée en fait, qui était de dire finalement, certes, le placement, voilà, mais la possibilité qu'un jeune puisse évoluer au sein de ce dispositif. Voilà. Donc on appelait à l'époque, dans les années 90, ça les toits JD. Et aujourd'hui, on appelle ça plateforme enfance et famille. C'est un peu pompeux, hein, plateforme, j'en conviens, mais c'est plutôt l'idée de se dire que, bah voilà, un jeune arrive dans un établissement et puis il peut se retrouver au SAPMN quelques 2 ans, 3 ans plus tard parce que finalement, il rentre dans un parcours d'errance. Donc la plateforme enfance et famille, c'est 14 établissements. 14 établissements. On a à ce jour 5 établissements qui sont habilités ASE PJJ. Donc, là, c'est les établissements les plus anciens finalement de la fondation, dont un service particulier qui est le SAPMN qui accueille des jeunes en situation d'errance. Et c'est le service à travers lequel finalement on accueille, il y a eu des années, on accueillait pour moitié des jeunes de l'ASE et pour moitié des jeunes au pénal, en fait, sur 12 places, maintenant 15 places. Voilà. On a aujourd'hui dans l'idée, c'est même pas dans l'idée en fait, c'est ce qui va se passer. On est plutôt dans un mouvement, nous, de faire en sorte que tous nos établissements soient habilités PJJ. Et c'est logique dans cette idée de dispositif.
qu'un jeune puisse arriver, je pense à un établissement voilà, rural, habilité PJJ et ASE, qui puisse très bien arriver après sur Lyon dans un autre établissement, pour plein de raisons, parce que la formation, parce que je ne sais quoi. Mais pour qu'on puisse l'accueillir sur un autre établissement, il faut que cet établissement soit lui-même habilité PJJ. Alors jusqu'à maintenant, on a pu faire à un certain moment certaines dérogations, mais l'idée c'est d'aller plus loin en fait, c'est de faire en sorte que tous nos établissements puissent accueillir des gamins, des jeunes ASE et PJJ de manière voilà, distinctement. Euh, Ça, c'est voilà, le cadre un petit peu général, en fait, de ce qui fait effectivement qu'on souhaite continuer à accueillir des jeunes ASE et PJJ. Maintenant, comment se fait-il effectivement que les équipes soient disponibles à accueillir ces jeunes, que ce soit ASE ou PJJ? On a quelque part une opportunité au sein de la plateforme. Je le disais en amont, c'était de se dire qu'on a une base quand même, je trouve, culturelle, qui est de dire qu'on accueille indistinctement des jeunes à n'importe quel moment, finalement, que ce soit ASE ou PJJ. La réalité est que ça ne va pas de soi. Je pense que voilà, certains pourront en échanger. Mais ça va pas de soi dans certaines équipes de se dire, bah voilà, on va accueillir un jeune qui sort de détention, un jeune qui a passé un certain nombre de temps en CER ou en CEF. Il y a effectivement à cet endroit un certain nombre d'idées reçues, c'est ce que disait effectivement Sophie en amont, des représentations en fait, voilà. Et puis on a une tendance, à mon sens, hein, on pourra en discuter, c'est encore plus d'actualité finalement, à spécifier des accueils. Voilà. Aujourd'hui, on a des services on crée des services qui vont accueillir des jeunes mineurs en situation de prostitution. Voilà, on scinde un peu les choses. Et pour notre part, c'est pas la vision que nous avons en fait. Voilà, c'est pas du tout la vision que nous avons. La porte d'entrée reste le parcours des jeunes en fait. Et leur histoire, en fait. La question ensuite du traumatisme, en fait, de leur histoire. J'entendais aussi effectivement ce que Sophie relatait du défenseur des droits. Bien évidemment, chaque jeune, que ce soit qu'il soit placé au pénal ou au civil, je vous apprends rien, a évidemment une histoire, voilà, un parcours, une trajectoire. Et il me semble que si on regarde un petit peu toutes les situations, il y a toujours quelque chose autour de la famille, comme par hasard. Et voilà, et quelque chose qui se joue à cet endroit-là. Et ensuite, j'allais dire que ce soit, comment dirais-je, un parcours au pénal ou un parcours qui va prendre la couleur de l'errance, pourquoi pas la prostitution, pourquoi pas même parfois des formes de décompensation, finalement, ça reste qu'une forme de symptôme. Voilà. Il faut effectivement parfois arrêter les passages à l'acte. La prison est faite pour ça, la maison d'arrêt est faite pour ça, et on n'est pas du tout contre cette idée-là, mais c'est qu'est-ce qu'on fait effectivement avec cette réalité-là. Et pour notre part, lorsqu'on a effectivement, on intervient sur des équipes, j'interviens sur des équipes, l'idée est toujours de rappeler effectivement au-delà de ce que les jeunes donnent à voir dans leur actualité, que ce soit des passages à l'acte, des vols, etc. Ce qui fait finalement que ces jeunes arrivent à poser des actes, arrivent à être dans des situations d'errance en fait. Et ce qui me semble le plus important, finalement, c'est de pouvoir mettre en réflexivité à la fois l'acte, pas simplement regarder l'acte en lui-même, mais qu'est-ce qu'il vient dire finalement d'un parcours, de la situation du jeune actuellement, de ce en quoi il est inscrit ou pas dans des relations familiales et aussi au sens social du terme plus largement. Ça, c'est le fond de notre travail. Voilà. Alors, certes, moi, je suis directeur, mais je suis éducateur quand même. Hein, voilà. C'est pas qu'accessoire, c'est notre travail. Et le travail premier que nous faisons, au-delà d'accueillir, c'est mettre en réflexivité, en sens, le parcours des jeunes. On est très clairement assez, je sais pas, c'est reconnu, en tout cas, on admet assez facilement que au niveau de la fondation, je veux le dire simplement, mais en tout cas, moi j'aime bien plus les situations sont complexes, plus finalement on répond présent pour pouvoir réfléchir autour de ces situations-là. Et
Et ça, c'est assez précieux parce qu'on on ferme aucune porte, en fait, lorsqu'on reçoit un dossier, une demande d'admission. Mes collègues chefs de service ou moi-même, mon collègue directeur de plateforme, on ne va pas déjà regarder si c'est un jeune de l'ASE ou si c'est un jeune placé au pénal. On va simplement regarder son parcours et voir surtout si au sein de notre dispositif de 14 établissements et services, on a des réponses. On peut imaginer une réponse qui puisse répondre pour le coup à la situation d'un jeune. Et ça, c'est aussi important de transmettre cela à nos équipes. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un dossier où on aurait effectivement 3 places fléchées PJJ et un certain nombre de places fléchées ASE. On n'est pas du tout dans cette idée-là, en fait. Voilà, je travaillais pendant 15 ans sur le SAPMN. Je faisais des admissions, je le répète, il n'y avait pas un certain nombre de places fléchées ASE ou PJJ. Si on peut accueillir le jeune, si on a des réponses à fournir, on les donnera. Voilà. Et on ne rentre surtout pas dans ce débat-là, en fait. C'est pas notre sujet. L'objet de notre mission, finalement, c'est d'accueillir quels qu'ils soient, les jeunes. Alors, je dis cela, c'est pas tout, c'est pas simplement, c'est pas tous les jours simple. Je le répétais tout à l'heure, je vous le disais au niveau des équipes. Parce que les équipes, vous savez bien, ça met des années à se construire. Voilà. Il y a des allers-retours, il y a des gens qui partent, des gens qui viennent. Mais l'idée, c'est à chaque embauche, chaque éducateur que l'on embauche, quels que soient les services, c'est pertinemment qu'on est dans cette dynamique-là, qu'on ne laisse pas une équipe, pour notre part, je veux dire comme ça, choisir finalement quel type de jeunes on peut accueillir, quel parcours de jeunes on peut accueillir. Donc ça devient la responsabilité des chefs de service, des directeurs, mais tout ça se met en débat, en réflexion, bien évidemment, avec les équipes, hein. Je crois que pour finalement être dans cette dimension d'accueil, j'allais dire inconditionnel, c'est une vraie culture. Voilà. Je pense que c'est vraiment une vraie culture, en tout cas nous partageons avec les différents membres de nos équipes. Et c'est effectivement, c'est jamais gagné en fait. Voilà, je me rends compte, voilà, qu'il y a toujours des petits moments où je me dis, bah tiens, comment se fait-il que ce jeune-là soit là avec tout ce qu'il a fait, il n'y a pas de réponse au pénal, etc., etc. C'est peut-être, à mon avis, l'objet le plus difficile dans certaines situations de jeunes. Bon, ça c'est un point. L'autre point, Sophie le rappelait, un des enjeux importants, c'est de travailler en amont la question des admissions, en fait. Voilà. On fait des accueils en termes, il y a des déferlements, etc. Mais c'est pas ce qu'on aime faire en soi, nous. Voilà. L'urgence, c'est pas un souci, mais ce qu'on souhaite effectivement, ce qu'on fait, et ce pourquoi on est aussi un peu reconnu, et des fois c'est très embêtant, il me semble, c'est qu'on a quand même un processus entre guillemets d'admission qui peut être long, voilà, mais qui permet, quel que soit le jeune ASE ou PJJ, d'aller à sa rencontre et de prendre le temps de se rencontrer. Je prends l'exemple simplement, j'ai en tête sur une MEX. Il faut échaler, il y a quelques mois, un jeune en CER, alors je ne sais plus où est-ce qu'il était en France en CER, je crois dans l'Allier, quelque chose comme cela. Et ce qui est toujours surprenant pour le jeune et les collègues pour le coup de l'UMO, c'était de proposer d'aller à la rencontre de ce jeune. Voilà. C'est-à-dire d'aller à sa rencontre pour pouvoir travailler la question de l'admission et préparer son accueil au sein du foyer. Ça fait partie aussi des outils, quelque part, qui permettent aussi de simplement de dédramatiser un petit peu l'accueil des jeunes. Un jeune qui sort de CER, dans une MEX, vous savez bien, vous avez la double habilitation, des jeunes qui connaissent rien du tout au pénal, n'ont jamais traversé cela, et puis d'autres jeunes qui ont ce vécu-là, en fait. Et finalement, ce qui vient faire liant dans tout ça, c'est bien l'équipe éducative, le chef de service. Voilà. Donc, dans notre processus
entre guillemets, d'admission, il y a cette possibilité d'aller à la rencontre du jeune. Et je trouve que ça, c'est un signe positif même pour le jeune, en fait, d'aller à lui, d'aller lui dire, écoute, voilà, nous, on est disponible à t'accueillir. Si on vient de voir, c'est qu'on est disponible à t'accueillir. Ça, c'est un point important. Oui, bah, simplement parce que nos jeunes font pas de... C'est pas un entretien d'embauche, en fait, hein. Ce qui est clair, c'est que lorsqu'on va à la rencontre d'un jeune, c'est que évidemment, on va l'accueillir. Voilà. Quand on reçoit des jeunes en admission, c'est évidemment, on va l'accueillir. Voilà. On ne fait pas de pré-entretien, etc., etc. Et cette démarche, elle est importante, comme sur d'autres services comme le SAPMN. Alors, ces services d'accompagnement personnalisé en milieu naturel, c'est des jeunes qui ont fait un petit peu tout le tour, là, des mecs, etc., qui sont placés des fois pour le plus jeune âge, qui sont en situation d'errance, bah, des fois qui se retrouvent en hôpitaux psychiatriques et en détention. Moi, je suis souvent allé en détention pour préparer aussi une sortie, voilà, pour préparer une admission, en travaillant tout cet accueil avec l'UMO, mais on parlait de triptyque il y a quelques temps, je me souviens, Sophie, en disant juge, juridiction, voilà, service UMO et SRH. Donc ça, c'est vraiment, ça a été notre moteur pendant de très nombreuses années pour l'accueil des jeunes, ce travail avec les juges, avec les UMO et nous préparer effectivement, préparer l'admission. Bon, je pourrais parler pendant des heures, mais je rajouterai autre chose. C'est peut-être un peu, vous me direz hein, si c'est un peu confus. Euh, je disais que notre souhait, c'est de pouvoir faire en sorte, l'idéal, ce serait que tous nos établissements soient habilités à ZEPJJ, ça c'est clair. C'est vraiment une vision que nous portons hein, de la protection de l'enfance. Et quand on dit protection de l'enfance, c'est plutôt l'idée conceptuelle de la protection de l'enfance. Hein. C'est civil et pénal. Voilà. Ça, c'est ce à quoi on tient. Parce que la réalité est que on peut accueillir parfois des jeunes qui arrivent au civil, en fait. J'ai en tête un jeune, en fait, d'ailleurs, qui est passé par quelques établissements de dispositifs. Et pendant son parcours, il y a un placement au pénal, en fait. Voilà, des passages à l'acte, etc. Et bah, voilà, avant ses 18 ans, à ses 18 ans, de nouveau, voilà, un placement en civil. Je crois qu'il faut pouvoir le penser en ce sens-là. Ça, c'est un bel exemple de dire que finalement, le placement au pénal, c'est pas une fin en soi, en fait. Voilà, on le sait, c'est un passage pour certains jeunes à un moment donné de leur vie, en fait. Et quand on accueille des jeunes sur plusieurs années, on voit bien, effectivement, ces mouvements-là, en fait. Voilà. Et l'un des enjeux pour nous, c'est quelle que soit finalement la porte d'entrée civile au pénal, c'est de pouvoir accompagner ces jeunes le plus longtemps possible. On a des jeunes passés au pénal qui arrivent avec un certain nombre de mesures. Ils vont en détention, en fait. Voilà, 6 mois, 8 mois. Pour autant, n'auront pas le lien avec eux, même s'il n'y a plus de mesures de placement. La demande du jeune, on peut aller à sa rencontre, et le but du jeu, c'est d'être là à la sortie, finalement, de ce jeune lors de sa détention. C'est souvent les collègues du LEMO nous disent, mais bon, il part en détention, et après, qu'est-ce qui se passe? Bah, nous, on dit simplement, on reste disponible, à savoir où, au niveau de notre dispositif, pour accueillir ce jeune, en fait. Voilà. Et ça, c'est une vraie démonstration hein, pour le jeune, parce que finalement, c'est de dire qu'il n'y a pas de rupture de lien. C'est une vraie démonstration, voilà. Quoi qu'il mette en œuvre, finalement, nous, on peut rester à ses côtés. Simplement, il a à nous demander s'il veut qu'on lui donne un coup de main. Et ça, c'est ce qu'on transmet à toutes les équipes, que ce soit un jeune d'ailleurs placé au civil ou au pénal, il y a ce même mouvement. J'ai en tête un autre jeune placé au civil, ça s'est arrêté, période d'errance à 16 ans et demi, 17 ans, pendant quelques mois. C'était difficile sur l'établissement, donc on met un stop un temps. Et quelques mois plus tard, il nous fait une demande d'être réaccueilli. On le réaccueille, on l'a réaccueilli il n'y a pas si longtemps que ça. C'est tout aussi difficile, hein, mais son parcours est complexe en fait. Mais c'est aussi une démonstration dans ce parcours de ces jeunes qui sont explosés en fait, de pouvoir être là un moment, c'est plus avec nous pour plein de raisons, mais surtout de laisser la possibilité à ces jeunes de revenir, en fait. Et c'est une vraie, comment dire, c'est un vrai travail avec les équipes, cela, parce que ça va pas de soi. J'apprends rien à personne, finalement, de dire, bah, OK, on arrête, on n'est pas la réponse, etc.
ce qu'on dit souvent, bah, si on n'est pas la réponse, alors on doit aider l'ASE ou la PJ à trouver une réponse pour ce gamin-là, en fait. Voilà. Et ça, c'est assez déroutant parce que ça renvoie à notre propre responsabilité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, de travailleur social, d'éducateur, de chef de service, directeur, de se dire, bah, si la réponse, elle n'est pas avec nous, elle est où alors? Voilà. Et c'est là, il peut y avoir effectivement ce jeu de va-et-vient, bah oui, c'est de l'ASE, c'est des PJ, c'est de la psychiatrie, c'est nanani, c'est nana. Oui, non. Oui, non. Oui, des fois, non. Et puis parfois, c'est tellement complexe que on se dit, bah, il faut rester, en fait, simplement. Simplement rester et voir comment on peut avancer avec ce jeune. Et ça, voilà, je tiens vraiment à dire que c'est ce qu'on transmet. Et moi, je ne ferai pas ce travail-là. J'arrêterai de faire ce travail-là lorsque je pourrai plus transmettre ça à qui que ce soit, de mes collègues, en fait. Et lorsqu'on ne sera pas en mesure de se dire, bah voilà, un jeune a été accueilli, on a arrêté son accueil, effectivement, oui, on peut le réaccueillir, on doit même le réaccueillir s'il nous fait la demande, ce jeune. Voilà. Euh, voilà, alors je ne sais pas, Sophie, si on est, Alexandra, si on est à 15 minutes, 17 minutes, 12 minutes, 20 minutes. Euh, voilà, c'est peut-être un peu, j'espère être assez clair quand même dans ce que je dis, de pas trop partir dans tous les sens. Mais peut-être de manière concise, oui, c'est de faire en sorte de ne pas stigmatiser ces jeunes du pénal, ces jeunes au civil. Très clairement, sur les mecs, alors, très concrètement, euh, en fait, je me rends compte que les jeunes entre eux, ok, ils vont parler de leur histoire, etc. Mais le fait qu'ils puissent vivre ensemble, ça ne tient pas à eux, mais ça tient à nous, en fait. Enfin, quand je dis nous, c'est les équipes éducatives, enfin voilà, de faire en sorte qu'ils puissent vivre ensemble. C'est notre travail, en fait, quoi. Et dès l'admission, finalement, chaque jeune doit sentir qu'il est accueilli, quel que soit son parcours, en fait. Euh, et ça, c'est une vraie transmission qu'on a à transmettre aux équipes, en fait. C'est vraiment quelque chose d'assez de puissant, en fait, à transmettre aux équipes, en fait. C'est pas rose tout le temps, hein, mais si on ne fait pas ça, bon, voilà, je sais pas où ces jeunes iront. Voilà. Alors si, peut-être une dernière chose, quand même. Ce que disait aussi Alexandra, c'est qu'il y a une baisse, j'ai bien compris, Alexandra, tu disais qu'il y avait une baisse, effectivement, des accueils, en fait. On le voit très très bien. J'en parlais avec Sophie il y a quelques temps, quelques mois, et on est assez frustrés parce on a des liens quand même assez intéressants avec l'ADT du Rhône, enfin même important avec l'ADT du Rhône 1. Il y a un vrai travail qui se fait avec eux, de reconnaissance même de notre activité. Donc on est un peu déçus parce qu'on a moins de demandes d'admission. Donc je passe un appel, voilà, si on est prêt à accueillir des jeunes qui sortent de prison ou quel que soit leur parcours. Mais ça rejoint un petit peu ce que Alexandra, tu disais. Voilà, il y a plein de facteurs. Je pense qu'il y a une dimension budgétaire. Voilà, qui est très claire aussi. Je n'irai pas plus loin, mais il y a vraiment cette dimension budgétaire, en tout cas sur notre secteur, voilà, qui fait que on a moins de demandes. Et l'un des risques, en fait, aujourd'hui, si on a moins de demandes, c'est que faut pas que les choses durent éternellement. C'est peut-être que les équipes, à un moment, ne soient plus habituées à accueillir, à un moment donné, voilà, des jeunes qui sortent de CER, etc., etc. Donc, ouais, il y a une vigilance à avoir à cet endroit. Voilà. Grand merci Mathieu. Je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse les questions maintenant ou qu'on peut-être laisse la parole Bah, à ouais, Farid et qu'on puisse prendre toutes les questions après, non? Ça me ce sera paraît sûrement mieux de faire la deuxième option hein. avec les questions à la fin. En général, c'est vrai que ça a l'avantage de permettre aussi de faire des liens entre les deux interventions. Donc, partons comme ça. À vous, shérif Harid. Ouais, Ah, bonjour. bonjour. Vous m'entendez? Voilà. Donc, Très bien. très bien, merci. Donc pour moi aussi, c'est une première, ce webinaire. Donc je vais essayer de ne pas être trop confus. Donc, je vais vous présenter un peu l'AMEX de la Verdière qui dépend de la DVSEA 84. Donc nous, on est situé en Avignon, exactement à Montfavet.
Donc, notre établissement est implanté dans un parc arboré de 3,5 hectares. On a une capacité totale de 33 places pour des enfants de 8 à 21 ans, répartis en 4 unités de vie par groupe d'âge horizontal. Donc, la première unité, c'est pour les 8-11 ans. Donc, il y a 10 enfants. L'unité 2 de 12 à 15 ans. Donc 10 enfants. Unité 3 pour des enfants âgés à partir de 16 ans. Donc 8 places, en tout cas 8 jeunes comprenant une admission classique et une admission aussi en urgence. Et notamment du placement pénal. Et on a une quatrième unité où on reçoit 5 enfants à partir de 16 ans, où on travaille autour de la semi-autonomie. Donc nous disposons d'une habilitation en justice pour accueillir des enfants dans le cadre pénal, avec une petite particularité, car dans le territoire, nous faisons à la fois de l'accueil préparé et avec une admission classique, mais aussi un placement en urgence, et donc par définition inconditionnel. Ce qui nous amène parfois à être polyvalent dans le cas de la prise en compte des besoins des enfants. Et en ce qui concerne le placement pénal, le nombre de places est souvent défini entre les services de l'aide sociale à l'enfance et la PJ. Et cela aussi dépend des périodes et des directions menées soit par les associations ou les établissements. Je m'explique. Donc la MEX de la Verdière a une existence de plus de 50 ans. Et dans ses premiers temps d'existence, il y avait essentiellement des placements au pénal. D'où l'habilitation justice que dispose la MEX de la Verdière. D'autres structures, par exemple, n'ont pas renouvelé l'habilitation. Au sein de la DVSEA, nous avons 3 MEX et les 2 autres MEX de la DVSEA n'ont pas renouvelé cette habilitation en justice. Il doit y avoir plusieurs raisons à cela. Voilà, en tout cas, au sein de notre maison d'enfants, nous, on a une diminution du placement pénal depuis 2018. Toutefois, nous avons quand même accueilli des enfants dans le cadre civil, mais qui pouvaient aussi avoir un suivi PJ, donc une double mesure. Donc moi, j'ai pris mon poste en 2021 et on s'est posé un peu la question, pourquoi cette diminution depuis 2018? Il doit y avoir différentes raisons, mais en ce qui concerne notre maison d'enfants, voilà, donc on avait un bâtiment vétuste et un déficit structurel. On a rencontré quelques difficultés RH, voilà, que rencontre l'ensemble des structures, hein, que peuvent rencontrer l'ensemble des structures. Il y a aussi une saturation du dispositif en matière de protection de l'enfance et aussi la crise Covid 2020, 2021, 2022 qui peut aussi avoir une incidence. Voilà, toutefois, j'ai quand même souhaité maintenir l'habilitation en justice qui arrivait à son terme en 2021. Premièrement, pour des raisons relatives au public. On pense en tout cas, comme pour mes partenaires et vous-même, qu'un enfant qui commet des actes de délinquance reste un enfant à protéger. Le délit est souvent symptomatique et il faut encore identifier les causes. Il n'est pas question dans mon propos de cautionner un délit ou un crime, mais à partir en tout cas de notre expérience, il s'avère souvent que les jeunes accueillis dans le cadre pénal vivent des difficultés d'ordre social, et c'est aussi en ce sens que nous essayons de réparer. Et pour réparer, il nous semble pertinent de regarder l'enfant dans son ensemble, mais pas simplement dans l'acte posé. Comme évoqué au préalable, en tout cas, nous accueillons en majorité des placements civils.
Et pour certains accompagnements PJJ, nous avons aussi accueilli un enfant en 2024 dans le cadre pénal pour des faits de violence et vente de stupéfiants. Ce jeune bénéficie aussi d'une mise en protection de l'ASE, donc rejeté par sa mère et un père absent. Donc on peut, en tout cas, au regard de notre expérience, distinguer plusieurs profils. Donc un enfant issu de la protection de l'enfance au titre de l'article 375, un enfant issu de la protection de l'enfance et pour qui il y a un jugement pénal pour délit ou crime, et un enfant non issu de la protection de l'enfance et pour qui il y a un jugement, un jugement pénal. Pour les deux premiers cas de figure, il peut arriver d'être dans ce cas quand la mesure de protection de l'enfant et notamment de son milieu familial n'empêche en aucun cas l'enfant d'enfreindre la loi. Donc on a eu plusieurs cas de figure où on avait des enfants accueillis dans le cadre civil et pour lequel il y a eu un jugement durant son accueil au sein de la maison d'enfants. Par exemple, nous avions accueilli un jeune dans le cadre de l'ASE et dans le cadre d'une mesure pénale, il a eu en tout cas un placement en CER pour une durée de 6 mois. Et ensuite, on l'a réaccueilli au sein de la maison d'enfants avant son retour effectif au sein du domicile de la maman. La question se pose pour le troisième cas de figure, donc un enfant non issu de la protection de l'enfance et pour qui il y a un jugement pénal et qui ne dispose pas de mesures de protection de l'enfance. La question qu'on pourrait se poser, c'est aurait-il sa place dans une maison d'enfants à caractère social avec des enfants ayant d'autres problématiques? Premièrement, ne pas avoir une mesure de protection de l'enfance ne signifie pas pour autant que l'enfant n'est pas sujet à un danger quelconque. De plus, la notion de place est questionnante lorsque nous parlons d'un enfant ou d'un individu. Cela permet parfois de cloisonner et d'identifier, mais elle peut aussi amener à adopter un système excluant les personnes qui n'auraient pas un profil similaire à la norme. En tout cas, ce qu'on accueille au sein de notre maison d'enfants. Il me semblerait plus judicieux d'évoquer la notion de parcours de l'enfant, et ce dernier prendra la place qui lui est en tout cas le plus bénéfique. Voilà en tout cas lorsqu'on accueille des enfants dans le cadre pénal, pour nous le mot d'ordre est bien évidemment la réparation. Et je soulignerai trois leviers d'action, en tout cas le changement d'environnement, du lieu et social, l'individu, donc la prise en compte de son contexte familial, son éducation, ses valeurs, et en dernier lieu, et simplement en dernier lieu, son délit, en tout cas l'acte posé. C'est pour le premier point que je trouve intéressant d'accueillir en tout cas des enfants dans le cadre pénal, mais aussi d'offrir à ces jeunes un environnement différent de son lieu d'habitation, mais aussi du public accueilli, des personnes. Ça permet d'être aussi avec d'autres profils, d'autres personnes, et éviter en tout cas de mettre des enfants qui ont commis des actes délictueux, et ben, qu'ils restent dans le même, en tout cas dans le même environnement et avec les mêmes personnes qui ont commis voilà, des délits en tout cas similaires, et d'éviter en tout cas le rejet de l'enfant et prendre en considération l'atténuation de la faute au regard de son âge. Un autre point, en tout cas, dans le cadre de l'accueil au pénal, c'est aussi autour de nos valeurs associatives, voilà, qui sont partagées de façon générale par l'ensemble des structures, hein, que ce soit l'éthique, le respect des usagers, l'engagement qu'on donne dans le cadre de nos missions. Cette notion aussi qui est aussi importante, c'est les notions d'inclusion et de solidarité. Et en tout cas, l'idée
et de les faire vivre pleinement à travers des actions d'accompagnement vis-à-vis des éducateurs, de la direction et de façon associative, je vais le dire comme ça. Euh, euh, donc, ce qui est intéressant, en tout cas, d'avoir une habilitation, si c'est pour des raisons relatives à la compétence, soit des personnels ou des services associés. Euh, Ça donne aux équipes voilà, une possibilité de travailler différemment, notamment avec les partenaires institutionnels, que ce soit la PJJ et notamment avec les juges pour enfants, parce que dans le cadre de l'accueil civil, en tout cas, les éducateurs sont en lien avec les services de l'action sociale. Et dans le cadre du placement pénal, on est aussi en lien direct avec les juges pour enfants. Euh, il y a aussi le choix de cette habilitation aussi pour une raison historique, parce l'établissement a ouvert en 1945 et la majorité des enfants qui étaient accueillis au sein de la Verdière étaient des enfants accueillis dans le cadre pénal. Et pour petite anecdote, j'ai échangé avec un ancien directeur qui était à la Verdière, qui a travaillé de 2000 de 1980 à 2003. Et quand j'ai échangé avec lui sur le placement pénal, il me disait que le juge, à cette époque, eh ben, il ordonnait systématiquement une mesure de protection au titre de l'article 375 pour les enfants qui ont commis des actes délictueux. Euh, En tout cas, il nous semble pertinent d'être dans une continuité, en tout cas du travail engagé par mes prédécesseurs, et dans une évolution qui prend aussi attache à l'histoire et en tout cas à l'identité de l'établissement. Après avoir dit tout ça, euh, voilà, en ce qui concerne la gestion de l'établissement, donc on rencontre aussi quelques difficultés pour pouvoir mettre en place ce placement pénal, et notamment sur le plan financier. Étant, d'autant plus que nous sommes dans un contexte de saturation de place. Donc, on a en tout cas une sursollicitation des services de l'ASE pour des placements en urgence. Et il y a une différence de temporalité entre le placement civil et le placement pénal. Euh, sur le papier, actuellement, on bénéficie de 2 places au pénal et elles ne sont pas balisées. Cela nécessite de la préparation, mais lorsque nous avons une place disponible, elle est souvent sollicitée par les services de l'aide sociale à l'enfance. Et étant sur un prix de journée, laisser une place ou 2 places vacantes aurait une incidence sur le budget annuel de la structure. Donc il y a une question de temporalité et de budget. Il y a une autre question aussi en tout cas, qui nous questionne, c'est qu'au sein des établissements qui sont purement PJJ, il y a une norme d'encadrement. Et au sein des maisons d'enfants, ce n'est pas le cas, ce qui peut ajouter en tout cas une contrainte supplémentaire sur l'admission de l'enfant et de son besoin en matière de présence et d'accompagnement. Nous sommes tout de même sur des collectifs de 8 à 10 enfants, et dans le cas de l'admission pénale, il pourrait intégrer soit le groupe 2 ou soit le groupe 3. Et il y a la question autour aussi de l'accompagnement des professionnels. Donc pour nous, ça, une nécessité. On est quand même à la Verdière un établissement formateur où on a des conventions avec des centres de formation. Donc on accompagne beaucoup de salariés autour de la VAE et autour des thématiques, en tout cas euh, des thématiques qui nous semblent intéressantes à travailler avec eux au regard des besoins, au regard des besoins des enfants. Et tout ce côté, en tout cas, formation, accompagnement des salariés, ben, ça demande plus de temps pour l'équipe de direction et pour les collègues de pouvoir accompagner soit des stagiaires
en formation initiale ou en formation continue, mais aussi les salariés qu'on accompagne dans le cadre de la VAE. Et pour finir, nous, on a quelques préconisations, en tout cas lors de nos échanges avec l'ADT, avec les services de la protection judiciaire de la jeunesse. En tout cas, c'est de pouvoir baliser des places pénales avec une dotation globale, parce qu'avoir un prix de journée, pour le coup, ça peut en tout cas nous mettre en difficulté. Éviter aussi de se restreindre sur le nombre de places et, si possibilité, de plus à moyen terme en fonction des demandes. Avoir aussi, dans le cadre de cet accompagnement, des postes supplémentaires pour garantir en tout cas une qualité d'accueil, que ce soit pour les enfants accueillis dans le cadre pénal, mais aussi pour les enfants dans le cadre civil, et notamment avec les doubles ou les triples vulnérabilités, pour les enfants aussi qui ont des notifications MDPH ou autres, et adapter en tout cas notre plan d'action formation au regard de l'évolution des publics que nous accueillons. Voilà en quelques mots ma présentation de la Verdière, en tout cas, en espérant être intelligible. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Sophie ou Alexandra, vous voulez prendre la parole pour rapidement compléter. Il y a énormément de questions dans le chat, donc je propose qu'on essaye de partir sur d'abord essayer de répondre aux questions et après on verra ce qu'on peut faire. Alors juste, donc je reprends depuis le début. Donc pour les dernières questions, elles vont arriver au fur et à mesure. Donc pour vous indiquer d'abord que première question, ça a été de savoir est-ce que vous pouvez nous transmettre les coordonnées de la MEX. Donc du coup, c'était au moment où Monsieur Moloro présentait placement au pénal pour une demande d'admission concernant un jeune sortant de détention. Donc ça, on pourra le voir évidemment dans le chat au fur et à mesure, enfin même dans le cadre de la continuité de ce webinaire. Et donc pour revenir sur les questions un peu plus pratico-pratiques par rapport à ce qui a pu être présenté, donc on a une question de monsieur ou madame Nguyen qui nous dit: Bonjour, comment faites-vous pour prendre en compte dans la prise en charge les différences tendancielles de profil entre jeunes ASE et PJJ, notamment pour protéger des mineurs plutôt fragiles, de jeunes AEVC, des problématiques de violence? Voilà. Est-ce qu'il y a une réponse qui vous vient par rapport à cette question-là? Enfin, je ne sais pas, chérie, si tu veux y répondre, mais je vais. Ouais, en fait, on est aussi sur des idées reçues. Moi, j'entends la question, hein. Peut-être que l'idée qui sous-tend, c'est de se dire, finalement, si on met des jeunes qui ont eu des passages à l'acte, etc., alors ils vont les remettre en scène au sein du foyer. Et qu'est-ce qu'il en est des jeunes qui ne sont pas dans cette dynamique-là? Très honnêtement, je vois tout autant de violences de jeunes qui ont un parcours au pénal que des jeunes qui n'ont pas de parcours au pénal. Si tant est qu'il y ait des moments où c'est pas non plus le chaos. En fait, ce qu'on disait, c'est comment on accompagne les équipes aussi, en fait. Voilà, ça, c'est la façon, c'est le plus important. Mais c'est surtout, en fait, comment on met en sens, en fait, le parcours d'un jeune et son histoire. Ce que je constate, en fait, c'est qu'il est plus facile, finalement, je trouve qu'un jeune qui a un parcours qui sort de détention, qui a été en CER, qui était en CEF, parfois, il est plus simple d'accueillir ces jeunes qui ont déjà eu une sanction assez lourde, en fait, que d'accueillir des gamins qui sont dans un processus où ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et on ne sait pas jusqu'où ils vont aller, en fait. Où les passages à l'acte, finalement, augmentent, etc. Il me semble que c'est parfois plus complexe d'accompagner des jeunes dont on ne sait pas à quel moment et à quel moment il va s'arrêter, que des jeunes qui ont déjà été arrêtés, donc une sanction a été posée, effectivement. Et par expérience, très clairement, sur nos établissements, je ne vois pas cette distinction entre des jeunes qui ont un parcours au pénal qui serait beaucoup plus
violents ou je ne sais quoi, et des jeunes qui ont un parcours à l'aide sociale à l'enfance, qui ont des parcours aussi amochés, qui sont faits aussi de violence, mais pour lesquels il n'y a pas encore de mesures européennes, en fait. Comment on fait? Je crois que c'est vraiment le travail de l'équipe éducative au quotidien. Voilà. Je disais quelque chose tout à l'heure qui est de dire comment on articule sur le plan pénal toute la dimension passage à l'acte, en fait. Euh, et le collectif d'un côté, il y a un travail qui se fait en fait avec les collègues de la PJJ en fait. Voilà, nous ce qui est clair, c'est que la question du passage à l'acte est du ressort effectivement de la PJJ en fait, et on accompagne justement dans un lien avec proximité avec les collègues de la PJJ, voilà, cette dimension passage à l'acte ou la dimension pénale. Et le quotidien, c'est autre chose, en fait. Et l'un des enjeux, c'est comment créer un quotidien dans lequel les jeunes ne se résument pas à leur histoire, en fait. Et ça, c'est le rôle des équipes éducatives. Il est là l'enjeu, en fait, finalement, pour être clair. Euh, voilà, alors je ne sais pas si je réponds clairement à la Ouais, très question, mais bien. c'est une approche que nous avons. Voilà. Parfait. Est-ce que Chérif, oui, peut-être pour si vous avez quelque chose à compléter. Oui, je partage. Après, c'est vrai que les passages à l'acte, voilà, peuvent avoir lieu avec des enfants qui sont accueillis dans le cadre de la protection de l'enfance. Et c'est pas parce qu'un enfant Mhm. a commis des actes de délinquance qu'il va forcément passer à l'acte. Et on peut le voir notamment dans le cadre Oui. des CEF où il y a des enfants qui sont accueillis sur une période de 6 mois, et parfois ce qu'on appelle, en tout cas dans le jargon, des placements lisses. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui, il y a pas, il y a rien qui se, il y a rien qui se passe, et pour le Mhm. coup, le jeune, Traverse. il avance tranquillement, il fait ses 6 mois, et pour le coup, tout va bien dans le meilleur du monde. Et en tout cas, nous, ce qu'on travaille en tout cas avec nos équipes au regard des enfants qu'on accueille, hein, que ce soit dans le cadre civil ou dans le cadre pénal, c'est plus on repart plus sur les fondamentaux, Mhm. notamment sur la prise en compte des besoins des enfants, et notamment la création de liens. Et Mhm. ce qui est essentiel pour notamment apaiser lorsque voilà, il y a un peu d'agitation ou il y a des petits débordements dans le collectif, et ben, c'est de pouvoir créer un lien de confiance avec ces jeunes, et voilà, d'être à l'écoute, et de pouvoir en tout cas contenir, Par euh, le lien. con- contenir la Ouais. violence que les enfants peuvent mettre en œuvre au regard de leurs problématiques. Voilà. Parfait. Mais je peux me permettre de rajouter, Chéri, sur ce que tu dis sur la question du lien fondamental. Et on a plutôt tendance à dire donc, que finalement, s'il y a une contenance, elle est là, dans le lien qu'on va effectivement créer, la légitimité, être dans la vie de ce jeune. Un placement, ça va pas de soi. Voilà. Un éducateur devant un gamin, ça va pas de soi du tout. Et il y a cette légitimité-là, effectivement, à créer au quotidien. Hein, on parlait du quotidien, tu vois de quoi on parle. Et c'est vraiment dans ce lien qui se crée au quotidien que se régulent effectivement toutes les dimensions de tension, etc. Voilà. Donc je sais bien que tu aies mis en lumière la question du lien, parce que c'est, quelle que soit la nature du placement, c'est bien ce qui se joue en fait avec les jeunes. Si on veut qu'ils avancent et qu'ils s'apaisent, comme tu disais, ça passe Mhm. effectivement par ce lien, et quoi qu'il fasse finalement, ce jeune. Et c'est ça la question de la conditionnalité du lien, à un moment, c'est que bah, tu peux péter les plombs, tu peux faire ce que tu veux, nous on restera là et tu as ta place avec nous. Voilà. Et c'est ça qu'on transmet, hein, vraiment, en tout cas, au niveau des équipes. Mhm. Parce que c'est Alors, je toujours prends des... Je suis pour navré, c'est parce que là, il y a vraiment beaucoup de questions et Oui, mais je pense que vous on aurez a du l'occasion de pouvoir temps, on a toute développer la plus, matinée, mais non? j'enchaîne les questions, du coup, si ça vous Oui. dérange pas, et vous aurez l'occasion, je pense, de pouvoir enfin, approfondir un peu plus tout ça, parce que bah, ça fera le lien avec ce qu'on est en train de se dire. Il y avait une question qui était un peu double, c'est la question de comment vous travaillez avec les équipes sur la culture de l'accueil des jeunes complexes, parce que du coup, il y avait cette question de la frilosité possiblement des professionnels, et donc c'est un peu d'ailleurs l'objet de notre webinaire aujourd'hui par rapport à des situations qui sont vues, à tort ou à raison, comme plus violentes, plus complexes et peut-être donc plus à risque. Et de manière similaire, on avait une question de comment travaillez-vous le collectif et l'accompagnement individuel. Comment il y a
cette logique de, voilà, de continuité de l'accompagnement qui se fait sur ce sujet-là. Et après, il y avait la question quand il y avait la question du travail sur l'acte, mais ça, ce que vous expliquiez, que la mesure PJ permettait justement d'avoir une meilleure réflexion et un meilleur travail sur le sujet. Voilà, donc c'est une question mise ensemble, puis il y en a d'autres après, mais voilà, mais je vous laisse répondre à cela. Ouais, c'est comme tu veux, hein. Ouais, bon, je vais commencer après sur sur le travail individuel. Donc, voilà, donc lorsqu'on accueille un enfant, ben, on prend appui notamment sur les outils de la loi 2002. Donc, il y a la vie, il y a la vie, il y a la vie collective, l'apaisement, je vais dire, ce que je vais appeler l'apaisement collectif. Et ensuite, nous, au sein de la maison d'enfants, on met un projet personnalisé, ce qu'on appelle une feuille de route et d'accompagnement qui permet justement d'identifier et de travailler le projet individuel de l'enfant dans sa quotidienneté, dans son rapport à l'autre, dans ce rapport aux adultes, l'hygiène, la scolarité et toutes les thématiques qui nous sont propres. Et cette feuille de route et d'accompagnement est évaluée à mi-mesure et en, en fin de parcours. En tout cas, il n'y a pas de distinction vis-à-vis des enfants qu'on accueille, qu'ils soient accueillis dans le cadre pénal ou dans le cadre civil, dans le cadre de son accompagnement individuel, mais aussi collectif. Voilà pour répondre à cette question-là. Oui, vraiment. C'est vrai que ça fait aussi écho à que je disais, enfin ce qu'on disait lors de la précédente question, comment on travaille. Alors oui, travailler l'acte, ça se fait effectivement de manière administrative, j'allais dire, avec les collègues de l'UMO, la juge, les temps d'audience, etc. Mais dans le quotidien, il y a effectivement plein de choses qui conduisent à rappeler effectivement ce pourquoi le jeune est là. Une des choses moi, qui me paraît fondamentalement, enfin, essentielle, c'est de nommer les choses aux jeunes. Voilà, que voler un bonbon, c'est pas juste emprunter quelque chose, non, c'est voler, quoi, en fait. Hein, voilà, moi, ça reste ouais, un élément fondamental. Et après, comment ça se travaille au quotidien? Mais en fait, finalement, c'est le quotidien en lui-même, le fait je le répète, de devoir vivre ensemble, en fait. C'est l'art et la manière, après, des équipes éducatives de faire ce lien, en fait, qui permet aussi dans le temps, je trouve, de pouvoir réaborder certains points du parcours des jeunes. Dans un travail individuel, alors effectivement, à travers le projet personnalisé, mais on a toutes les questions de référence, en fait, qui sont des temps privilégiés. Ce qu'on favorise aussi, nous, quand c'est possible, et ça répond aussi à la question enfin, une question autour des ETP. Quand c'est possible, on favorise effectivement des temps en individuel. Voilà, c'est pas tout le temps c'est possible, mais dès que sur des services on peut le faire. Aller faire une vêture avec un gamin, c'est pas aller faire une vêture, quoi. Aller faire des courses avec un gamin, c'est pas aller faire des courses. On fait d'autres choses en ces moments-là, et c'est ce qui permet effectivement, c'est même essentiel d'ailleurs, de créer cette légitimité en fait avec les jeunes. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on transmet, en fait, ce que moi j'ai appris, hein, en tout cas, et qu'on transmet après aux équipes de favoriser ces temps individuels, même quand il y a du collectif, hein, c'est lourd, mais de pouvoir effectivement le plus possible d'avoir des moments en individuel. Et on sait que ça désamorce beaucoup de tensions au sein d'un collectif, mais surtout, je le répète, ça permet vraiment une rencontre, en fait, quoi. Et ces gamins, ASE ou PJ, on s'en fout, ont besoin de faire des rencontres, ont besoin de rencontrer un adulte fiable, à un moment donné dans leur parcours. Très bien, merci beaucoup. Donc je reprends encore la question au fur et à mesure. Alors il y a une question qui va pouvoir être répondue rapidement, c'est est-ce que la MEC, donc de la vôtre, Monsieur Moloro, accueille des jeunes hors de la région d'Ora? Apparemment il y avait un intérêt. Oui, oui, oui. Mais c'est super intéressant parce que on a beaucoup, alors sur le SAPMN, mais même sur un autre établissement, le Moulin du Roi, on a accueilli des gamins des jeunes de Marseille en fait.
Et je sais que là, j'ai le parquet Marseille qui nous contacte voilà, régulièrement pour pouvoir aussi accueillir. Alors, c'est toujours une question, est-ce qu'on a de la disponibilité ou pas? Mais sur le principe, si ça a du sens pour le parcours du jeune, carrément, oui, carrément. D'ailleurs, c'est une des libertés associatives qui nous reste d'ailleurs, hein. C'est Oui. de pouvoir encore voilà, travailler avec les régions. Très bien. Du coup, après, il y avait une question sur les jeunes mineurs que vous accueillez. Est-ce qu'ils relèvent plutôt, pour ceux donc de PJJ, de profil soins? Je prends le terme. Ce profil, malheureusement, ne trouve pas sa place dans la durée. Hum. Alors, enfin, voilà, Oui, peut-être que vous devez. c'est la question de la santé mentale, je pense, qui se joue Oui, derrière ça, j'imagine, c'est j'imagine ça, ça, hein. oui. Euh, Bah oui, en fait. Alors, après, c'est vraiment ce que disait aussi Sheriff, c'est Antoine Lefond, c'est aussi de quoi les directeurs, les directeurs, les dirigeants sont portés dans leur histoire. Moi, j'ai bossé en psychiatrie il y a des années. Ça ne m'effraie pas d'accueillir un gamin. Voilà. Et on accueille des gamins, effectivement. J'ai en tête un jeune qui sortait de détention avec une période enfin, avec des bouffées délirantes, en fait. Et alors là, on a quelque chose d'explosif pour une équipe, hein. Prison, santé mentale, waouh, on ne sait pas faire. Et en fait, c'est comment on accompagne après ces gamins, ces jeunes, enfin l'équipe, à, à dédramatiser en fait, à dédramatiser et de se dire que finalement, on sait faire quelque chose, on sait apaiser à un moment donné un gamin. Et en plus, c'est une question globale, hein. Oui. C'est global et en plus, c'est pour tous les enfants qu'on accueille. Moi, je regardais en 2021, on avait à peu près entre 15 et 20% d'enfants qui avaient des notifications MTPH et aujourd'hui, on arrivait à peu près à 40 à 50% des enfants accueillis qui ont ce genre de difficultés. Notification. Hum, hum. Et c'est relatif parce que sur les notifications MDPH, si c'est une notification pour aller en ITEP, bon, c'est bon, hein, voilà, faut replacer la notification au bon endroit en fait, quoi, hein. Mm. Mais effectivement, on accueille, oui, des gamins mais on ne parlera pas de la psychiatrie, mais il y a quand même cet enjeu-là derrière aussi, hein, Hum. Tout à fait. du placement camp. Alors du coup, il y avait des étonnements, on va dire un peu plus globaux, sur la question de la réduction du nombre de places enfin, dans vos structures qui peuvent accueillir des enfants de la PJJ. La procédure pénale, enfin, que beaucoup de personnes trouvaient ça assez étonnant dans les questions que j'ai pu avoir à un moment donné. Sinon, pour les questions, donc la question était posée de savoir si, donc vous expliquiez, Monsieur Mollereau, que les jeunes pouvaient faire la demande eux-mêmes de réintégrer la MEX après une mesure de détention, même, enfin, et du coup la question c'est, est-ce que cela est le cas même en l'absence de mesures ASE, qui pourraient donc amener au retour, voilà, au retour dans la structure, et comment est encadré l'accueil de cette manière? C'était une Alors, question. la question, c'est précisément, enfin, des exemples. La détention, c'est très clair. Il y a un arrêt de la mesure, en fait. Nous, ce qu'on travaille avec, dans ce cadre-là, par exemple, avec l'éducateur, l'UMO, c'est justement de faire en sorte qu'émerge pendant le temps de détention la demande du jeune à réintégrer notre service, en fait. Donc ça, c'est le vrai travail éducatif, il est là, en fait, hein. Et c'est en ce sens qu'on peut aller voir le jeune pendant le temps de détention, même si on n'a plus comment dirais-je, d'OPP, en fait. D'accord? Voilà, ça, c'est une particularité, hein. Bon, ça nous coûte pas grand-chose d'aller voir un gamin en prison, mais on sait que dans le lien, ça, c'est précieux, en fait. Voilà. Allez voir un gamin que vous avez connu pendant son temps de détention, quand il sait qu'il n'y a plus de mesure, et qu'ensuite vous dites, bah écoute, tu nous fais la demande si tu as besoin d'un coup de main, ah, vous gagnez beaucoup, hein, dans ces moments-là. Voilà. Donc après, il y a une reprise de l'OPP à la sortie, et dans le cadre au civil, bah, c'est tout simplement, on peut y avoir une fin de placement et un jeune qui se souvient qu'à un moment donné, 6 mois après, il n'était pas si mal que ça aux trois planches, en fait, et que ce serait peut-être pas mal qu'il revienne. Et là, il y a tout un travail qui se fait avec l'ASE et nous pour mettre du sens au fait de le réaccueillir et jamais dans les mêmes conditions. On est d'accord, on revient jamais au même endroit. Et voilà. Je sais pas si je pense que je vais répondre à la question, mais ça, c'est aussi une pratique, en fait, hein. C'est une vraie pratique, en fait, hein. Et c'est précieux dans le lien avec les gamins, ça, c'est clair. Est-ce que Chérie, vous avez quelque chose à... Ou Sophie, je vois Sophie qui ouvre le micro.
Oui, moi j'étais juste pour revenir sur la question de la baisse des journées sur les établissements conjoints. C'est aussi effectivement une question budgétaire qui pose souci Budgétaire. depuis des années. Ah oui, Il faut bien le savoir, les établissements conjoints, c'est un peu une variable d'ajustement sur tout à le fait. budget des associations, parce que quand on finance du 100% exclusif, eh bien, on va aller sur des dotations globales de financement, donc on sait dès le mois de janvier ce qu'on va payer au mois de décembre, en fait. Alors que pour le conjoint, c'est à la journée. Donc si on doit faire des économies, c'est plus simple de dire stop sur la journée du pénal dans les établissements conjoints, qui sera financé derrière par le département, qui vont quelque part récupérer le déficit. Et ça, c'est un jeu qui se fait des années et des années et des années, parce que c'est compliqué de piloter, je pense, budgétairement parlant, l'ensemble des établissements habilités, à la fois au civil et au pénal. Et donc, ça a un impact direct sur la baisse des journées et du coup, la baisse des jeunes accueillis et la baisse de savoir-faire des établissements conjoints. Et il faudrait faire vraiment attention à ne pas continuer cette dérive-là parce qu'on risque de perdre, encore une fois, des établissements excessivement inclusifs et qui puissent s'adapter aux problématiques des enfants avec des parcours compliqués. Mais Oui, c'est une réalité depuis des années. pour aller dans ton sens, Sophie, je sais qu'il y a une dizaine d'années, je ne sais plus si tu travaillais dans le bureau de Sophie, mais il y a une dizaine d'années, on avait déjà ce mouvement-là, un peu plus, où effectivement, voilà, il y avait moins de demandes sur nos établissements, en tout cas. Et voilà, et il nous a été clairement dit, pour un service comme le SAPMN, là où on n'a pas de place attitrée à The ou PJJ, il serait bon finalement de réguler à 2 jeunes, 3 jeunes maximum l'accueil PJJ en fait. Voilà. Et je pense que les collègues de l'ADT sont pas à l'aise avec ça en fait, hein, parce que c'est clairement des questions budgétaires. Il y a toujours cet enjeu de dire mais travaillons encore ensemble en fait. Voilà. Ok, Chérif, est-ce que... Ou pas, peut-être pas forcément. Il y a d'autres questions, en tout cas, on aura l'occasion de... Voilà, il n'y a pas de souci. Une remarque, du coup, qu'il y avait, alors c'est une longue phrase que je vais me permettre de lire telle quelle. Juste pour précision, l'habitation dite justice, en vertu du décret de 1988 et de l'article L313, alinéa 10 du CASP, parle de l'habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative. Elle ne concerne pas seulement des jeunes suivis au titre de l'ordonnance de 45, aujourd'hui CJPM, mais tout mineur confié par l'autorité judiciaire. Et de manière similaire, on avait une remarque aussi qui disait que n'oubliez pas que le SAH peut également s'inscrire dans les formations prodiguées par le NPJJ à Tout à Roubaix fait. et les PTF sur les territoires. Et c'est Tout à fait. gratuit. Et je vois que ça met un like supplémentaire. Oui. Alors, autre question du coup, question de Mathilde qui nous demande comment accueillez-vous et accompagnez-vous les mineurs sous emprise de consommation de substances? Avez-vous des outils pour repérer et accompagner les mineurs contraints à commettre des délits, victimes reconnus ou non de la traite des êtres humains? Voilà, c'est vrai que c'est une question spécifique, intéressante, et je ne sais pas si du coup vous avez des réponses à apporter à ça, que ce soit Chérif ou Mathieu. Ouais, Sur la, sur la première question, sur les sous emprise de conso de substances pour le. Déjà, on est en lien avec d'autres services où on conventionne, euh, qui travaillent autour de cette thématique. Et voilà, c'est-à-dire dans ces sujets-là, notamment autour de l'addiction, on, on- on travaille plus autour de façon globale, mais on ne regarde pas que le produit. Mhm. Et je vais citer une petite citation qui dit le contraire de l'addiction, ce n'est pas la sobriété, mais c'est le lien social, la création du lien social. Et en tout cas, l'établissement tel qu'il est conçu, quand on a des enfants qui ont des difficultés d'addiction, eh ben, premièrement, on travaille autour de son environnement
autour de la recherche des causes de sa problématique. Et ensuite vient le travail autour de la consommation. Et il y a plusieurs études qui ont été faites, notamment sur ce sujet-là. Voilà, où quand on fait de la valorisation avec un enfant et que pour le coup, il y a de l'occupationnel, il y a de la pédagogie, et ben on se rend compte qu'en tout cas, et qu'il a du lien avec d'autres enfants, avec une institution et avec d'autres professionnels, et ben il est moins, en tout cas, dirigé ou sous emprise d'un produit. Et en tout cas, là est notre démarche et en tout cas notre philosophie d'action vis-à-vis des enfants qui peuvent avoir des addictions, soit que ce soit le téléphone, que ce soit Mhm. la cigarette ou le cannabis ou autre chose. Ok. Oui, c'est Même chose pour Mathieu, d'accord. Pas de... Et pour les jeunes victimes, enfin, qui peuvent être dans des réseaux, notamment prostitutionnels, là en l'occurrence, c'est vraiment ça qui est visé par la question. Enfin, le GEPSO, malheureusement, par l'accueil d'établissements, enfin, nous, on est majoritairement des établissements d'accueil d'urgence. Et bon, cette réalité-là, mais elle est présente dans tout le c'est- secteur, mais c'est vrai qu'elle est quand même c'est- c'est- particulièrement c'est- marquée dans nos structures. Donc c'est vrai que ça peut toujours être intéressant de savoir comment vous la gérez. c'est une question alors, là, qui mériterait un webinaire en soi, en fait, hein, très clairement, parce que si cette question n'est pas récente, en fait, elle est massivement aujourd'hui. Hmm. C'est un vrai, j'allais dire, fait de société, au sens sociologique du terme, hein. C'est-à-dire que c'est à considérer en tant que tel. Elle est complexe parce que il y a tout autant de formes de prostitution que d'histoires, que de trajectoires, en fait. C'est comment ces gamines, ces gamins, voilà, rencontrent l'élément prostituant, comme on dit. On sait qu'effectivement, autour de certaines mecs, alors on n'est pas obligé de passer par M6 et TF1 pour savoir ce qui se passe dans certains établissements, hein. Je crois qu'à des moments on le sait. Cette question de la vulnérabilité, en fait. Il y a plusieurs enjeux. Je sais pas, j'essaie de ne pas être trop long. C'est comment à un moment on arrive à extraire aussi des jeunes et d'un milieu, en fait, d'un environnement pour aller les protéger effectivement ailleurs. Ça, c'est une porte d'entrée que nous avons. Et il y a autre chose, en fait. Et là, ça appartient à la justice et au parquet, en fait. Voilà, de faire un vrai travail, en fait, aussi autour de réseaux qui parfois sont connus. Et parfois, alors voilà, on attend un petit peu avant de faire tomber le réseau. Et pendant ce temps-là, on a des jeunes qui s'ancrent, eux, dans des questions de prostitution. Je travaille autour de cette question-là, des questions de prostitution, moi, depuis une vingtaine d'années, en fait. Voilà, surtout des gamines, voilà, des gamins aussi, des garçons en fait, très ancrés sur des questions de prostitution. Mais vraiment, l'idée, c'est de ne pas résumer. Il y a un fait, c'est qu'il faut protéger. Et là, je pense qu'on est vraiment au sens strict de la protection de l'enfance, hein. Quand il s'agit de prostitution, de gamines ou de gamins de 13-14 ans, il n'y a pas 10 000 questions à se poser. Il faut protéger, il faut pouvoir, à un moment donné, sortir le jeune d'un environnement et clairement. Ensuite, arrive la question je le répète, de la trajectoire de vie. Voilà. Je dis ça parce que c'est pas une réponse définitive, hein, c'est qu'une porte d'entrée pour pouvoir aborder finalement une question qui est beaucoup plus complexe qu'il n'en paraît en fait. Voilà. Toujours la même idée de ne pas stigmatiser ces gamins en disant toi tu es prostituée, toi etc. Je crois qu'il faut être vigilant avec tout ça. Il faut nommer, parce qu'à un moment donné, il y a des choses à nommer. Mais c'est comment on stigmatise pas un gamine de 15 ans, 16 ans. Voilà. Hmm. Sachant que du coup, je rebondis sur une des phrases qui a été mise dans le chat là à l'instant, et sur l'intervention enfin, par rapport à la traite des êtres humains, qui soulignait qu'il y a un rapport de la MIPROF, mission interministérielle de rapport pertinent avec l'état des lieux, de plusieurs structures à caractère social sur le territoire et le ministère de la Justice. Un bon support pour les travailleurs sociaux si besoin. Donc le taux d'encadrement, du coup on en a rapidement parlé tout à l'heure également. Donc privilégier l'individuel quand c'est possible, mais bon c'est pas toujours faisable, hein, ça se saurait si c'était forcément facile à mettre en place. Question de Marina qui demande que mettez-vous en place si un jeune pose des actes violents envers un éducateur, une éducatrice qui l'accompagne?
Voilà, et elle précise ASE ou PJ, cela reste des enfants qu'il faut protéger. Donc, non, c'est Elodie. Bon, c'était une autre personne qui soulignait ça. On l'exclut définitivement. Non, c'est une vraie question en fait, une vraie question parce que, je sais pas, Chérif, tu peux peut-être aussi répondre, mais euh, effectivement, un gamin qui va poser un acte de violence sur un éducateur, tout dépend de la forme, le contexte, etc. Hein. Je crois que c'est déjà la première chose. Mais oui, un gamin qui saute sur un éduc et qui le tabasse, bon, on va mettre un stop, voilà. En tout cas, pour nous, c'est une évidence, simplement pour marquer le fait du passage à l'acte, en fait. Et l'intérêt pour nous d'avoir un dispositif comme le nôtre, en fait, dans 14 établissements et services, c'est de pouvoir, à un moment donné, dire à ce jeune, là, tu es allé trop loin, tu vas 4 jours, une semaine, à un autre endroit, et tu vas réfléchir, en fait, à ce qui vient de se passer, en fait. Et ça évite deux choses. Ça évite surtout la rupture sèche, en fait. Voilà. Et ça permet aussi de donner une réponse à l'éduc ou même un chef de service qui était violenté. Et ça nous permet ensuite de mettre en débat, finalement, avec le jeune, qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment de manière générale, ce qu'on travaille, en fait, sur les situations de passage à l'acte, en fait, c'est d'éviter la rupture sèche. Alors, il peut y arriver parfois, hein, une histoire de couteau un jour, là, où on a dit à la ZEU, on met un stop, c'est allé trop loin. Mais de manière générale, voilà comment on aborde ces questions-là. Ouais, pour nous, bon, on- on évite, enfin, c'est jamais plaisant d'exclure un enfant. Ouais. Euh, Toutefois, c'est des choses qui peuvent arriver. Et en tout cas, lorsqu'il y a un passage à l'acte, forcément, il y a une réponse institutionnelle et un accompagnement du salarié. Donc, il peut avoir un dépôt de plainte. Voilà, le salarié peut déposer une plainte vis-à-vis de l'enfant. Il peut être aussi accompagné par l'institution. Mais avant cela, je pense qu'il faut avoir voilà, une étude, voilà, de la situation et de savoir qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Parce que même si il y a une réponse institutionnelle, voilà, la réponse, elle peut être aussi organisationnelle et elle peut être aussi professionnelle. Et de savoir quel a été le déclenchement, en tout cas le déclencheur qui a fait que l'enfant est passé à l'acte. Et quand on a une étude fine, en tout cas de l'enfant, de ses réactions et de la posture qu'on devrait avoir vis-à-vis de l'enfant, eh ben, il faut en tout cas, il faut qu'on arrive à se décaler ou à faire le pas de retrait ou à passer le relais à un collègue quand on voit il y a des débordements. Et cette question du passage à l'acte, c'est en tout cas une thématique, notamment dans le cadre de la contenance, de l'accompagnement des enfants à multiples vulnérabilités. Et pour le coup, c'est des questions qui sont traitées continuellement pour que, en tout cas, l'institution puisse être en mouvement et en tout cas les salariés puissent être en mouvement pour apaiser et créer une forme de cohésion sociale au sein du groupe. Et voilà, quand il y a le passage à l'acte, c'est déjà souvent trop tard. Donc pour le coup, on essaie en tout cas de façon collective à anticiper ce phénomène pour éviter que voilà qu'il y ait de trop grandes, je vais dire trop grandes explosions au sein de nos institutions. Voilà. Très bien, merci beaucoup.
Alors, ça parlait de la formation PSSM qui peut aider et outiller les professionnels dans la situation de crise ou liée à la santé mentale. Donc ça, c'est vrai que c'est un point très intéressant à souligner. Gaël qui nous dit, face à l'impact de l'incertitude administrative des MNA suivis par la PJJ, avez-vous à ajuster l'accompagnement lorsque la demande de titre de séjour est fortement fragilisée suite à des actes délictueux? Voilà, question très précise là. Ouais. Du coup, ok. Bon, oui, la réponse est oui, du coup, enfin, vous avez à ajuster ou pas. Euh, non, je disais oui, la Ah question oui, est, voilà, et précise. est précise et alors, ouais, on peut être confronté à ces situations-là, surtout sur le service SAPML en fait. Vous me voyez toujours? Oui, oui, on te voit toujours. Ouais, parce que pour moi, chez moi, c'est figé. Où on accueille effectivement des jeunes qui sont des jeunes MNA aussi, mais qui sont en situation d'errance, donc ils sont très très loin d'obtenir un titre de séjour et dont on sait qu'ils vont, pour certains, malheureusement, continuer à la majorité être dans une situation d'errance en fait. Voilà. Je constate en fait, hein, c'est pas. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là finalement? Le sens, c'est ça la question. Quand on sait qu'il n'y aura pas de régularisation, comme ça, on le sait. Effectivement, on est vraiment sur quelque chose de basique, hein. Généralement, ces jeunes qui sont mineurs non accompagnés, qui sont en situation d'errance, il y a des problématiques d'addiction et plein d'autres problématiques. Donc, c'est ce qu'on travaille dans un premier temps. Voilà. Et la question administrative, finalement, elle n'est pas le cœur de l'accompagnement des éducateurs. Voilà, ça, c'est autre chose. C'est l'ASE, le jeune et la préfecture. L'équipe du SAPMN va se centrer exclusivement sur le maintien d'un lien et faire en sorte que le gamin, à travers ses addictions, ne s'effondre pas plus, en fait. Voilà, ne s'écroule pas plus. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est une manière d'y répondre, dans mon sens. Mhm. Très bien. Bah, du coup, Fatima qui soulignait une autre chose, et comme on a pu s'arriver à. Je voyais même pas le temps passer, mais on arrive à 30, donc c'est très bien on va pouvoir s'arrêter là. En tant qu'ancienne référente de la prostitution des mineurs de la PJ de Paris, elle souligne qu'il n'y a malheureusement qu'un seul lieu de mise à l'abri pour accueillir les jeunes qui souhaitent Ouais, sortir c'est du sûr. système de prostitution. Il est à Lille, même s'il y a peu de place, c'est possible, et donc ça peut toujours être une Bien sûr. ressource utile. Voilà. Eh bien, écoutez, l'heure étant l'heure, et vous remerciant surtout pour la nombreuse participation de enfin, de beaucoup de personnes à ce webinaire. On était très contents en tout cas de voir une présence aussi nombreuse. Voilà, je laisse peut-être Sophie et Alexandra compléter, dire un petit mot de la fin. En tout cas, moi, au nom du GEPSO, je tiens vraiment à remercier Monsieur Molro et Monsieur Harid. Je sais pas si votre prénom c'est Harid ou si c'est Shérif. Je crois que c'est Harid, votre nom de famille, donc. Je vais partir sur ça, sur Harid. Et donc voilà, et c'était vraiment un grand plaisir de pouvoir avoir ce temps d'échange, notamment pour venir un peu voilà, déconstruire les perceptions qui peuvent exister sur bah, cette double habilitation et sur la coexistence de jeunes ASE et PJJ. Et puis bah, j'en profite juste pour vous dire que pour nos trois fédérations, il y a un intérêt en tout cas à continuer cette coopération et cette dynamique de réflexion commune pour possiblement voilà, avoir une suite à ce webinaire autre que celle-ci. Voilà, Sophie et Alexandra, avant que tout le monde s'en aille, parce que je vois que les départs commencent à avoir lieu, je vous laisse peut-être avoir un petit mot. Et pareil pour Chérif ou Mathieu, si jamais vous voulez compléter, n'hésitez pas. Mhm. Écoute, tu as tout dit, Thomas, donc un grand merci à vous tous et puis à très bientôt et effectivement, on va continuer nos travaux sur ces questions-là, c'est fondamental. Bon, en tout cas, les remerciements pleuvent dans le chat, hein, c'est bon signe. Ouais, merci beaucoup tout le monde. On espère que ça vous a été utile, que ça vous a intéressé, que vous soyez éloigné ou proche du sujet dans votre quotidien. Eh bien super, eh bien, merci beaucoup tout le monde. Merci à Bon vous. après-midi, bonne journée, et puis ben, à très bientôt peut-être. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. À Au bientôt. revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci à tous. De mon côté, je reste pour faire quitter les gens de la réunion, les dernières personnes qui peuvent être. Voilà, là on arrive sur les personnes qui
en général, ont dû faire quelque chose. Donc, tac. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, Mathieu, merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant. Et puis, je pense que vous avez pu vraiment donner plein de choses qui étaient pile poil dans ce que l'on cherchait à faire au niveau de ce webinaire. Donc, c'est vraiment top. Vous m'entendez du coup toujours? Oui, je vous entends. Moi, je vous Bon, entends. pourtant, je me suis déconnecté, mais Ah, j'ai un on- problème avec mon ordi. mais je vais Non, non, je mais vais en vous tout cas, déconnecter. Je vais vous déconnecter dans tous les cas.